Procès Thomas Sankara, les premiers témoins expliquent que l'assassinat a été minutieusement préparé, aussi que le président Thomas Sankara avait été alerté sur ce qui se tramait, des précisions dans ce journal. Au lendemain de la dernière attaque terroriste au Burkina qui a fait une trentaine de morts dans le Sahel, une nouvelle marche pour exprimer le désarroi de la population face à la situation sécuritaire. Le mouvement Sauvons le Burkina a été mobilisé ce matin, les images dans un instant. Et puis le Burkina n'ira finalement pas au Qatar pour la Coupe du Monde. Tout a été tranché ce soir. Les étalons ont fait match nul contre l'Algérie alors qu'il aurait fallu gagner pour obtenir le ticket de la rencontre mondiale. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Procès Thomas Sankara, début des témoignages. Le premier a passé à la barre Daouda Traoré. Au moment des faits, il était lieutenant et très proche du capitaine président, membre du Comité national de révolution et contrôle de vérification. Boukari Kaboré a aussi dit sa part de vérité sur les événements du 15 octobre 1987. Pour ces deux officiers, l'assassinat du président Thomas Sankara a été minutieusement préparé et malgré les alertes, un rapport donc au président du Faso. On en parle avec Michael Toukri. À cette première journée d'audition des témoins, Boukari Kaboré, dit le Lion, était à la barre. Selon lui, sa présence à la barre est un véritable soulagement 34 ans après les événements du 15 octobre 1997. Alors ça me soulage parce que vraiment les accusations que j'avais sur la tête, vraiment ça me faisait souffrir. Avant d'ajouter que je suis bien placé pour parler du 15 octobre puisque pour le témoin, l'assassinat de Thomas Sankara a été minutieusement planifié. Et pour lui, Blaise Compaoré savait qu'il ne pouvait pas arrêter Thomas Sankara. La solution était de porter atteinte à son intégrité physique. Thomas Sankara savait qu'il devait être tué et a été prévenu, mais il a refusé qu'on arrête Blaise Compaoré. Je ne force pas tout le monde à aimer Thomas Sankara, mais c'était un homme, une intégrité par excellence. C'était un suicide, mais si j'étais à la place, j'allais le faire aussi. Vous savez, il faut mourir en grand. C'est ça qu'il a cherché. J'ai dit, ça a été planifié parce que nous, on suivait ça depuis. Et d'ailleurs, même le président Fidel Castro a été le premier à annoncer ça. Donc, ce n'est même pas dans le pays ici, ça vient de l'étranger. J'ai tellement souffert, de courir pour le protéger par là, courir pour le protéger par-ci. J'ai traîné longtemps là. Mais personne ne peut quelque chose contre la volonté de Dieu. Le second témoin à la barre, Daouda Traoré, lieutenant au moment des faits. Selon lui, il y avait effectivement des difficultés dans la conduite de la révolution et des tracts orduriers circulaient contre le président du Faso, à l'époque Thomas Sankara. Je suis allé le voir, on lui a dit qu'il y avait un complot contre lui, il n'a pas répondu. L'homme est loyal, intègre et très juste. Avant d'ajouter que Blaise Compaoré avait un problème avec Thomas Sankara et la révolution. La grosse faiblesse selon lui de Thomas Sankara est qu'il n'appliquait pas de rigueur contre Blaise Compaoré. En 4 ans de révolution, je n'ai jamais vu Thomas Sankara contredire Blaise Compaoré. Pour la partie civile, ce n'est que le début de la vérité dans les événements du 15 octobre 1987. L'un des témoins dit clairement que le général Gilbert Diendéré, lors d'une assemblée générale, avait reçu une note d'information informant qu'il devait avoir, on va dire, des événements dans la soirée, alors que lui, dans sa déposition, lorsqu'il est passé, a dit que jamais, en aucun moment, sauf par des rumeurs, il n'avait entendu parler d'une chose de ce genre. Je crois que Palme Jean-Pierre aussi a été mis en difficulté par le témoin colonel Traoré, qui a bien clairement dit que Palme Jean-Pierre était celui-là, au moins, s'il ne les avait pas en tout cas fait incarcérer, au moment de leur libération, c'est lui qui avait donné l'ordre de libération, qui les avait reçus et qui leur avait donné le motif de leur arrestation. Et il y aura d'autres témoins qui viendront conforter ce que ces premiers témoins ont dit. Et ça viendra donc, de notre point de vue, étayer et consolider la thèse que nous soutenons depuis le début de ce procès. L'audition des témoins reprend ce 17 novembre, toujours avec Boukari Kaboré, dit le Lion, à la barre. Devant le tribunal, c'est comme... Comme je vous le disais en titre, le mouvement Sauvons le Burkina a tenu une marche ce mardi à Ouagadougou. Cette manifestation avait pour but de montrer le mécontentement vis-à-vis de la situation sécuritaire dégradante au Burkina. Au cours de cette marche, la démission du président du Faso a été demandée. Les images avec Yassine Sawadgo. Des dizaines de manifestants ont pris d'assaut la place de la révolution du Ouagadougou. Ils exigent le départ du président Roch Kaboré. Ils lui reprochent sa gestion de la crise sécuritaire.
Arborant pancartes et scandant divers slogans, ils sont là depuis les environs de 8 heures du matin. Ceux qui dorment, ils font semblant de ne pas voir. Mais s'ils refusent de sortir, il n'y a pas de souci, ils peuvent rester chez eux. Mais quand ces gars vont venir dans leur maison, ils le foutront dehors. Et nous, on ne va pas attendre ça. Nous, jeunes patriotes du Burkina Faso, nous demandons tout simplement au président Roch-Marc Christian Kaboré de libérer notre nation. Il y en a marre maintenant. On a besoin qu'on nous lâche. On a besoin de contrôler notre avenir. Nous avons des enfants. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Je me pose la question. On n'aura même plus de Burkina Faso si ça continue comme ça. Regardez la carte du Burkina. Ceux qui sont toujours sceptiques, tapez sur Google. Regardez la carte, la première carte du Burkina qui va sortir. Tout est rouge. Seul Ouaga et Koutougou. Si le rassemblement semble spontané, les manifestants disent être regroupés dans un mouvement dénommé Sauvons le Burkina. D'abord rassemblés à la place de la Révolution, ils décideront vers 9h d'entreprendre une procession qui devrait les conduire à la primature. Après être passés par la mairie centrale, puis les marchés de Rodouoko, les manifestants seront stoppés dans leur avancée par la police nationale au niveau du rond-point des Nations Unies. Le ton reste le même, très critique à l'endroit des autorités. Nous disons non aux différentes morts, on ne veut plus voir ça. Voilà pourquoi nous sommes dans la rue. Trop c'est trop, trop c'est trop. Nous voulons vivre. Après moult discussions, les marcheurs acceptent de replier sur la place de la Révolution où un genre de meeting est d'abord tenu au rond-point des Nations Unies. Cette manifestation lancée à l'appel du mouvement Sauvons le Burkina a été aussi observée dans certaines villes à l'intérieur du pays. Session plénière à l'Assemblée nationale ce matin. Les députés ont examiné et adopté le projet de loi portant modification de la loi 021 du 11 juin 2015. Elle porte création, organisation et fonctionnement de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres au Burkina Faso en salle BF. Dans le projet de loi, il est proposé de réduire à un seul 3 postes financiers. DAF, comptable et DCMF deviendront DFC pour alléger la gestion. On en parle avec Sanata Serré. Abstention. Le projet de loi soumis au vote de la représentation nationale ce mardi porte principalement sur la suppression des postes de directeur de l'administration et des finances, d'agents comptables et du directeur du contrôle des marchés publics de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres au Burkina Faso en salle BF. La dite loi propose en retour la création d'un poste unique de directeur financier et comptable. Avant qu'elle ne soit adoptée, l'occasion a été donnée au ministre Al-Kassoum Maïga, ministre en charge de la recherche scientifique, d'apporter une fois de plus des éclaircissements quant à la nécessité de modifier cette loi. Vous avez le DAF, vous avez le comptable, vous avez le DCMF, ça fait 3 postes. La modification nous ramène à un seul poste qui est celui de DFC. Donc au niveau des finances, on préserve et on économise des fonds au niveau donc de l'ANSAL BF. En plus de la possibilité de glisser vers la gestion de type privé qui donne plus d'autonomie et de flexibilité dans la gestion des ressources. Donc cette relecture vise à faire en sorte qu'on allège le poids, n'est-ce pas, la pression sur les ressources de l'ANSAL BF et puis surtout que c'est une institution qui n'a pas beaucoup de ressources. Et quand vous avez ces 3-là, il y en a qui viennent, qui séjournent 6 mois et qui repartent parce qu'il n'y a pas assez d'avantages à prendre au niveau de l'ANSAL BF. Le projet de loi soumis comporte 2 articles qui proposent la modification des articles 17, 23, 34 et 36 de la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ANSAL BF, a expliqué la commission de la jeunesse, de l'éducation, de l'emploi et de la culture de l'Assemblée nationale. Elle a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale avec 119 votants. L'Assemblée nationale a adopté. Dans une période où on parle donc de réduction du train de vie de l'État, je pense que ça vient à point nommé. Et l'autre aspect, c'est de glisser de la comptabilité de type public vers la comptabilité de type privé, qui va permettre effectivement d'avoir de la flexibilité au niveau donc de la gestion des ressources de l'Académie. Mais la loi étant votée, il faut maintenant un décret qui accorde donc une dérogation à l'Académie pour le glissement
de la gestion publique vers la gestion privée. Donc c'est avec satisfaction que nous sommes venus pour défendre cette loi-là et nous pensons que l'Académie va avoir maintenant les coups de franche pour pouvoir accompagner le gouvernement. L'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres, faut-il le rappeler, est une autorité scientifique indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour objectif de promouvoir le développement socio-économique du Burkina Faso via les sciences, les arts, les lettres et la culture. Elle regroupe en son sein des scientifiques et des chercheurs des centres de recherche des universités publiques élus par leurs pairs. 7e session ordinaire de la Conférence nationale de la décentralisation CONAD. Les 48 heures d'échange ont pris fin hier lundi. De nouvelles stratégies dégagées vont permettre d'atteindre d'ici 2026 des résultats conséquents, notamment dans le transfert des compétences et ressources ainsi que le renforcement des capacités locales. Toutes les précisions avec Serge Kaboré. Les lampions se sont éteints sur la 7e session ordinaire de la Conférence nationale de la décentralisation CONAD dans l'après-midi de ce 15 novembre. Au terme des travaux, il ressort de nouvelles stratégies en faveur de la décentralisation ainsi que l'approfondissement des réformes. L'exécution parfaite des décisions issues de notre session doit permettre, d'ici à la fin 2026, d'atteindre des résultats déterminants en termes de fourniture de services publics locaux de qualité et accessibles aux populations, de transfert effectif des compétences et des ressources à travers l'adoption de la loi de programmation financière, de renforcement des capacités locales en vue de l'exercice efficace de la maîtrise d'ouvrage public local, de l'appui effectif à l'élaboration et à la mise en œuvre des instruments d'orientation et de planification au niveau local et enfin de la gouvernance locale participative. Après avoir examiné le rapport de suivi de la mise en œuvre de la tranche annuelle du plan d'action quinquennal 2018-2022, un nouveau référentiel du cycle 3 de la décentralisation a été adopté. Nous avons la vision prospective à l'horizon 2040, nous avons la politique nationale de la décentralisation et la stratégie décennale de la décentralisation. Donc c'est cette stratégie décennale de la décentralisation actuellement que nous sommes en train de vouloir opérationnaliser parce qu'il y a eu d'abord un premier plan quinquennal 2018-2022 et qui a connu beaucoup de difficultés quant à son exécution. Parce que ce premier plan quinquennal n'avait pas pris en compte les réalités que nous connaissons aujourd'hui, notamment la situation sécuritaire et sanitaire difficile que nous connaissons aujourd'hui. Donc il fallait donc procéder à sa relecture. Donc ce plan quinquennal a été relu et revu pour devenir maintenant un plan quinquennal 2022-2026 de la stratégie décennale de la décentralisation. Organisé de concert avec les gouverneurs des régions, les collectivités territoriales, les présidents des conseils régionaux ainsi que les partenaires techniques et financiers, la 7e CONAD était placée sous le thème « Financement des collectivités territoriales, clé de voûte du succès de la décentralisation ». Des cadres de la fonction publique en formation sur le management des institutions publiques pour 2 semaines. La session a été ouverte hier lundi. Les participants vont être outillés pour un meilleur management des structures publiques donc et une meilleure gestion du changement de réforme au sein de l'administration publique également. Nous en parlons avec Mamétriana Kamabou. Ils sont 25 cadres du ministère de la fonction publique à prendre part à cette session de renforcement des capacités. Au cours de ces 2 semaines de formation, ces agents vont être outillés pour un meilleur management des structures publiques et une meilleure gestion du changement de réforme au sein de l'administration publique. Vous savez que la gestion du changement n'est pas simple, surtout lorsqu'on est dans un environnement comme le nôtre avec des mouvements sociaux, des gens, des citoyens beaucoup plus exigeants, beaucoup plus portés à revendiquer. Il faut vraiment des capacités managériales d'un certain niveau pour pouvoir faire les réformes qu'il faut au sein de l'administration publique et pour pouvoir gérer les structures publiques de manière à donner satisfaction aux usagers. C'est une session participative à en croire Frédéric Martin, formateur. 2 thématiques seront développées au cours de cet atelier. Il s'agit notamment de la maîtrise de la gestion des institutions publiques et la maîtrise des relations humaines dans le cadre des réformes de la fonction publique. On va aborder ces différentes questions de management
à l'interne de chaque institution, mais aussi entre les institutions. Il faut vraiment identifier non pas des théories, des concepts généraux, mais des applications concrètes, au cas donc actuel de la situation que vivent les cadres de la fonction publique au Burkina. Donc on va essayer dans la mesure du possible de capitaliser et de présenter des cas pratiques, des exemples concrets adaptés à la situation actuelle du Burkina. Cet atelier de formation en management des institutions publiques est financé par la Banque mondiale, la coopération suédoise et le cabinet IDEA Canada. Un autre cadre de formation, surtout d'information, cette fois au profit des acteurs des médias burkinabés. Ils ont été invités dans le monde de la santé mentale, surtout initiés avec précision sur le droit des personnes atteintes de troubles mentaux. Pour l'occasion, l'intervention de CBM Suisse au Burkina a été présentée. Notre reporter Fatima Tanikema était l'une de ces journalistes bénéficiaires de la formation. Son compte rendu. La santé mentale, définie par l'Organisation mondiale de la santé OMS comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté, vient mettre à nu l'état mental actuel des populations burkinabées. Et cela à cause de la situation sécuritaire délétère. Selon une enquête sur les troubles mentaux en population spécifique, il est ressorti que la majorité des populations civiles, des zones de guerre et celles déplacées sont atteintes de troubles mentaux. Des traumatismes qui ne sont pas nécessairement pris en charge, car 76 à 85% des personnes atteintes de troubles mentaux sévères ne reçoivent aucun traitement dans les pays à revenus faibles. La situation de la santé mentale interpelle tous les acteurs parce que c'est un problème qui est assez préoccupant, et surtout dans un contexte où il y a beaucoup d'angoisse liée à la situation sécuritaire que traverse actuellement notre pays. Le monde entier vient de traverser également des moments difficiles avec la maladie à coronavirus. Donc toutes ces situations-là vont avoir un impact sur la santé mentale des populations. En plus de la situation sécuritaire, il existe également des facteurs individuels, culturels et politiques qui jouent sur la santé mentale des populations, selon le professeur Aruna Ouedraogo. Et pour pallier cette situation dégradante de la santé mentale, le ministère de la Santé burkinabé bénéficie du soutien de CBM Suisse, une organisation internationale chrétienne d'aide aux personnes souffrant de handicap. Nous avons initié avec le ministère de la Santé la formation des non-spécialistes, c'est-à-dire des médecins non spécialistes, des infirmiers non spécialistes, des sages-femmes non spécialistes. Et nous sommes allés jusqu'à avoir des journées de sensibilisation des agents de santé communautaires et aussi même des guérisseurs. Donc le fait de former des agents non spécialistes nous permet de les doter des compétences qui leur permettent en tout cas de faire face à un certain nombre de pathologies mentales, ne serait-ce que les dépister, ne serait-ce que suivre et puis les référer aux besoins aux spécialistes qui sont dans certaines chefs-lieux de province ou de région. Cette session d'information entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, commémorée chaque 10 octobre dans le monde. Le thème retenu cette année est axé sur le respect des droits des personnes atteintes de troubles mentaux. La première session de formation transversale du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance culturelle PAIC GC a pris fin vendredi dernier à Zignaré dans le plateau central. Les travaux ont réuni 75 participants repartis avec des notions sur les industries créatives donc et la gouvernance culturelle. Cérémonie de clôture dans ce reportage de Fatima Tanikima. Ils sont entrepreneurs culturels, responsables de fêtières et agents publics de l'administration culturelle. 5 jours durant, ils ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur l'élaboration des politiques publiques et des projets culturels. Le coordonnateur national du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance culturelle s'est dit satisfait du déroulé de cette première phase de la formation. L'idée pour nous, c'est de créer une communauté d'acteurs qui ont la même compréhension et qui apprennent les enjeux des industries culturelles de la même façon. Ce n'est que le début d'un cycle qui doit nous amener également avec le même corps de 75 personnes et continuer à aborder tous les autres pans
pour cette première session, on a plus abordé les politiques publiques et les autres sessions vont nous permettre d'aller un peu plus de façon pratique sur les autres aspects, les autres dimensions du développement des industries culturelles. Les participants, eux, ont émis quelques insuffisances d'ordre organisationnel, mais ils disent être ressortis plus aguerris de cette formation. Je pense que la formation nous a été bénéfique. Nous avons en tout cas parcouru un peu toute la documentation concernant la politique culturelle au Burkina Faso, chose que nous ignorons. Et ensuite, nous avons en tout cas parcouru aussi tout ce qui est industrie culturelle, tout ce qui est économie créative. Et à la fin, on s'est exercé à prendre l'élaboration d'un projet. C'est vrai que j'ai eu des informations sur mon métier, mais ce que j'ai surtout appris, c'est dans notre domaine concernant le montage des projets que nous avons. Là, j'ai beaucoup appris. Un rappel, cette formation n'est que la première session de formation du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance culturelle. Les participants, au nombre de 75, bénéficieront ensuite de coaching sur le terrain pour une bonne maturation de leur projet avant de terminer avec une autre session en salle pour boucler la formation. Lancement des travaux d'achèvement des infrastructures des segments de Kampti, Dorola, Diebougou et Pau. Le ministre en charge de la Santé sur place samedi dernier a précisé que ces travaux devaient être achevés dans 4 mois. Cette sortie était aussi l'occasion de procéder à l'inauguration de la nouvelle maternité du centre de santé et de promotion sociale de Dakola. Les images avec Mamitri Anakamabou. Cette cérémonie marque la reprise des travaux de construction des centres médicaux avec antenne chirurgicale de Kampti, Ndorola, Diebougou et Pau. Les travaux de ces infrastructures avaient été affectés par la crise sécuritaire et sanitaire, selon le ministre de la Santé. D'ici à mars 2022, ces centres médicaux serviront de cadre agréable et fonctionnel d'accueil des patients pour une offre de soins de qualité, foi du professeur Charlemagne Ouetraogo. Dans la prévision, dans 4 mois, ces travaux doivent être achevés et nous allons faire le tour pour qu'il y ait de la visibilité sur les efforts fournis par le gouvernement en matière d'infrastructures sanitaires pour offrir des soins de santé de qualité aux populations. Et nous avons en tout cas pris toutes les précautions pour qu'il n'y ait pas de difficultés financières afin que la maîtrise d'ouvrage déléguée et les entreprises puissent avoir les ressources financières et poursuivre la dynamique. La réalisation de toutes ces infrastructures a été confiée à des entreprises burkinabais. Le ministre de la Santé a invité les autorités, la société civile et la population de ces localités à faciliter le travail et accomplir leur droit de contrôle citoyen sur ces travaux. Il faut bien que nous puissions rendre visite aux entreprises qui sont sur les chantiers. Deuxièmement, nous devons connaître certainement les délais d'exécution des différents chantiers. Et nous devons également regarder du point de vue de la qualité. Chaque fois que nous constatons des insuffisances quant à la qualité des matériaux, il faut attirer l'attention aux équipes de droit pour que les techniciens qui sont commis à cette tâche-là puissent venir. Le coût global du projet de renforcement du SEMA de Pau et de Diebougou est estimé à 1,5 milliard de francs CFA et celui de la construction des centres médicaux de Kampti et Ndorola à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Nous sommes déjà pour les 4 transformations à un montant de 3,5 milliards de francs CFA et également à peu près ce même montant pour les transformations des centres de santé et de promotion sociale en centres médicaux. Vous savez très bien qu'avec la Covid, il y a eu une augmentation des coûts des matériaux et nous osons espérer que nous allons rester dans ce schéma pour qu'il n'y ait pas de difficultés dans les 4 mois à venir. Profitant de sa présence dans la région du Centre-Sud, le ministre de la Santé a inauguré la maternité du Centre de santé et de promotion sociale de Dakola. La réalisation de cette maternité sanitaire équipée d'un réseau solaire constitue un moyen pour rapprocher les populations des services de santé.
Dans la suite de ce journal, Sotigui Award 2021, samedi dernier, la cérémonie a réuni sous le feu des projecteurs des visages importants du cinéma africain. Saint-Éloi Luc de la Guadeloupe a été consacré meilleur acteur de la diaspora avec le trophée Sotigui d'or donc à main. Les images de cette soirée, belle de parures africaines avec Béranger Zambelongo et Serge Kaboré. Il est le Sotigui d'or 2021. Saint-Éloi Luc de la Guadeloupe a été reconnu par ses pairs comme étant le meilleur acteur du moment. Comédien, metteur en scène et réalisateur français, il se dit honoré par cette distinction. Déjà, c'est une énorme surprise et un grand honneur d'être ici et honoré de la sorte, hors de chez moi, à l'extérieur. Être dans le pays du président Thomas Sankara, c'est vraiment un grand honneur et une très haute distinction pour moi. Et je pense à tous les miens, aux Antilles, Guyane, La Réunion, les Ultramarins. Merci 1000 fois. Pour le président de l'Académie des Sotigui, Kevin Monet, cette 6e édition des Sotigui Awards a été à la hauteur des attentes. Encore un défi de gagner dans la promotion des acteurs et comédiens du cinéma africain et de la diaspora. L'objectif est atteint. Parce que pour nous, quand on voit ces émotions-là, quand l'acteur reçoit son trophée et qu'il rentre en immersion, qu'il parle de sa vie, de ses déboires. Et pour aujourd'hui, quand il est récompensé, pour nous, c'est le summum en fait. Et quand on voit ces émotions-là, qui sont sincères, ces acteurs qui pleurent par moments, pour nous, il n'y a pas plus grande récompense que cela en fait. Nous avions dans cette salle toute l'Afrique réunie, de partout, de l'Afrique du Sud au Cameroun, du Nord en Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique était dans cette salle. Et donc pour moi, c'est dire merci pour le soutien et merci pour cette célébration du continent africain. Rappelons que pour les Sotigui 2021, une dizaine de trophées et de prix d'honneur ont été décernés à des grands noms du 7e art. On peut citer entre autres Connie Ferguson, Kofi Adjololo, Amélie Mbaye et Ildevert Meda du Burkina Faso. Une cuvée 2021 qui était placée sous le thème « Statut de l'artiste et rémunération équitable des acteurs comédiens du cinéma africain et de la diaspora ». Nous terminons avec une nouvelle beaucoup moins réjouissante. Mondial du football au Qatar. Les Étalons n'ont pas réussi à s'arracher une place pour la compétition. Ils ont échoué ce soir face à l'Algérie. Un match retour, c'était à travers un match nul, 2 buts partout, marqué pour le Burkina par Zakaria Sanogo et Issouf Dayo. Le résumé complet en images avec John William Somda. Fini les rêves de mondial pour les Étalons du Burkina Faso. Obligés de l'emporter face au Fennec d'Algérie, les hommes de Kamou Malo n'ont pu réaliser l'exploit Abidjan en concédant le nul face à leurs homologues algériens. Dans cette rencontre ô combien importantissime, les Étalons sont les premiers à concéder l'ouverture du score lorsque Riyad Mahrez trompe Hervé Kofi à la 20e. Un but qui vient freiner l'élan des Étalons mais ne le coupe pas. En effet, les Étalons jouent le coup à fond et finissent par faire la jonction à 1 minute du terme de la première période suite à une réalisation de Zakaria Sanogo. Un but partout entre les deux formations au moment de regagner les vestiaires pour la période d'oxygénation. En seconde période, les Étalons reviennent avec plus d'envie et bousculent les Fennecs. La domination en ce moment est burkinabé, mais la réussite algérienne. Sur une action bien menée, Soufiane Fegouli permet aux siens de mener 2-1. Un but qui coupe un petit peu l'herbe sous les pieds des Étalons. Ils sont obligés en ce moment d'inscrire au moins 2 buts pour se qualifier. À défaut d'en inscrire 2, les poulains de Malo trouvent les forces mentales pour recoller au score suite à un pénalty transformé par Issoufou Dayo. 2 buts partout alors qu'il reste 7 minutes à jouer. Malgré toute la bonne volonté affichée, les Étalons n'en feront pas plus, consacrant ainsi la qualification des Fennecs pour le 3e et dernier tour des qualifications pour le Mondial 2022. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir, je vous retrouve demain à 20h.